Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à nos travaux sur la bioindication. Vous avez pu voir pas mal d'articles aussi sur cette notion de calcium et sur cette notion de carbonate de calcium, directement liées aux pratiques d'amendement calcique. On va bien sûr aussi parler du magnésium et faire encore une fois apporter des éléments de réponse et de nuances entre pH et taux de carbonate ou de calcium qui ne sont pas forcément en lien. En effet, petit rappel, souvent les pH sont tenus par le magnésium, le potassium et bien sûr le sodium qui ont tendance à le remonter fortement. Donc on peut avoir un pH 8 mais être très décarbonaté. On va y revenir un peu plus tard. L'importance aujourd'hui des ions calcium, bien sûr, c'est vital puisque c'est lui qui va assurer une bonne cohésion entre l'humus et l'argile pour former ce fameux complexe argilo-humique. Donc on peut avoir parallèlement des taux d'humus très élevés, mais si on n'a pas assez de calcium, il n'y aura pas de CEC. Et la partie argile va se retrouver souvent disloquée, lixivée par manque de calcium ou par présence d'autres bases qui ne sont peu intéressantes en termes d'agronomie, c'est-à-dire essentiellement celle qui nous dérange aujourd'hui, c'est le sodium. Souvent, les taux de sodium créent des anaérobioses, des taux de sodium élevés. Nous estimons aujourd'hui sur notre grille de lecture qu'au-dessus de 10%, ça commence à nous alerter. 10 ppm, pardon. Donc on est extrêmement inquiet par rapport aux taux de sodium qui sont présents dans les sols et qui créent de nombreuses anaérobioses. De surcroît, des taux de potassium qui sont parfois élevés mais inexploitables puisque eux sont séquestrés au niveau des feuillets d'argile, donc ils ne les rendent pas disponibles, souvent par un manque de calcium. Le calcium, lui, on le titre sur vos analyses de sol grâce au taux de CaO exprimé en ppm, on y reviendra plus tard, mais on parle plus précisément d'ion calcium. Là, on va insister aujourd'hui sur des choses qu'on parle souvent peu, le taux de calcaire actif, le CaCO3, carbonate de calcium, qui au moment de sa dissociation, vous l'aurez vu dans la formule, c'est CaCO3, va donner du Ca et bien sûr du CO3, CO2, CO3 étant le raccourci pour former les acides organiques. Sous l'action des acides organiques, du sol, des racines notamment, et des bactéries, nous allons avoir une décomposition de carbonate de calcium pour libérer et du calcium et du CO2 dans les sols. Donc ces phénomènes de décalcification ont été soulignés depuis l'avènement du semi-direct où on a des décalcifications importantes, même si parallèlement à ça, le travail du sol était un gros vecteur de décalcification, mais nivelait les contre-effets en créant une porosité artificielle de surface qui masquait les effets du manque ou l'absence de calcium en surface. Donc la décalcification de surface, c'est un phénomène important. Et donc aujourd'hui, approvisionner correctement le sol en carbonate de calcium, c'est permettre de lever des anaérobioses, puisque sous l'effet des pluies, des engrais ammoniacaux et du travail du sol, nous allons perdre beaucoup de calcium dans les sols. Donc l'approvisionnement se fera, on pourrait bien sûr se dire apporter des calciums solubles tout de suite, mais ces calciums sont eux aussi en proie à être très rapidement lessivés. D'où l'intérêt d'avoir une très bonne réserve de carbonate de calcium, source de nutriments essentiels aux bactéries, et qui va permettre un approvisionnement à la mesure, rapide, constant, de calcium pour le complexe argilo-humique et qui va permettre de mieux fixer cette matière organique sur les argiles. La différence notable dans vos analyses, c'est que le calcium, vous pouvez le quantifier en général avec des ppm, c'est les CaO. Alors CaO, c'est un raccourci un peu rapide qu'ont pris les agronomes pour parler de calcium, mais le taux de calcium est quantifié avec la CaO sur vos analyses en ppm, partie pour million, alors que le carbonate de calcium, lui, on parle vraiment de pourcentage de terre. Donc quand vous êtes inférieur à 1% du volume de terre, c'est relativement faible. Je vous mets en alerte sur les sols complètement décarbonatés, qui indiquent très clairement que le flux de calcium est quand même plus ou moins en rupture régulièrement. Alors que le carbonate, lui, on parle en pourcentage, je viens de le dire, et la CaO en partie pour millier, c'est bien le flux
de carbonate qui va se faire attaquer par les bactéries et les acides organiques des racines, qui va libérer du calcium à flux constant sans jamais qu'il y ait rupture d'alimentation en calcium pour alimenter, bien sûr, dans le sol, le complexe argilo-humique, faire la liaison, faire le lien entre l'humus et l'argile. La décalcification, mais c'est l'acidification de surface accélérée souvent en semi-direct. Le lessivage par l'eau de pluie, chargé en CO2 et plus des acides du sol qui dissolvent le calcaire en bicarbonate lessivable. Entraînement du calcium dans la solution. Action décalcifiante des engrais, effectivement l'ammonium, notamment les engrais azotés, sont de très puissants décalcifiants. On estime environ les pertes entre 400 et 700 kg de CaO par an, par hectare et par an. À minima, une année où on a eu beaucoup de pluviaux comme cette année, ça va être beaucoup plus dramatique. Donc les anaérobioses, elles, ne seront pas contrecarrées. Le sodium, lui, va être plus présent et plus actif sur les complexes argilo-humiques. Le potassium, lui aussi, qui est bloqué dans les feuillets d'argile, ne peut pas être remplacé par des ions calcium suffisamment libérés par le stock de carbonate. Ce qui en résulte directement, ce sont des anaérobioses, notamment sur les levées de dormance de vulpin, mais aussi on peut aussi parler du chardon, où on a de la matière organique anaérobique, puisqu'elle n'est pas liée à de l'argile, il n'y a pas d'éléments floculents, de colloïdes, pour assurer une bonne oxygénation du sol. Je tiens à rappeler aussi que le calcium est un très gros rétenteur d'eau, c'est pas la base qui en retient le plus, mais elle en retient beaucoup et surtout elle la rend. Voilà. Ça, c'est très important. Pour le cas du raie gras, lui, c'est très important aussi d'avoir du calcium, mais c'est pour ça qu'on va travailler plus sur le magnésium, parce que souvent dans les sols à dominante de raie gras, on va avoir des taux de magnésium relativement faibles par rapport au type de sol. Le magnésium étant un colloïde, dans colloïde il y a colle, donc c'est un petit moyen mémotechnique pour se rappeler, qui va assurer un ciment plus solide dans des sols où il y a déjà très peu d'argile, beaucoup de limon, et on va assurer un ciment beaucoup plus sûr et fiable. Donc c'est très très intéressant, puisque vous savez que les raies gras, eux, poussent dans des sols où les CEC sont relativement faibles, donc par manque d'argile. Et implicitement par manque de matière organique aussi, puisque dès que vous avez beaucoup d'argile, vous aurez forcément beaucoup de matière organique, et inversement, dans les limons, voire dans les sables, la non-présence d'argile ne facilite pas le stockage de gros taux d'humus intéressants pour le sol, structurant et alimentaire. On reviendra un peu plus tard dans une vidéo pour simplifier l'approche matière organique, mais voilà, globalement, on en est là. La floculation, la floculation, c'est le fait de permettre de tenir l'argile et de lier la matière organique et l'argile pour former une CEC. Le K+, et le Na+, en l'état, ont souvent pas de vrai effet floculant, déjà parce qu'ils n'ont qu'une liaison positive. Le calcium, lui, est très floculant, car peu hydraté, et après, il peut retenir énormément d'eau. C'est un des éléments qui peut en retenir pas mal, et surtout la rendre, c'est l'intérêt du calcium. Le magnésium, lui, est encore plus hydratant, mais souvent ces liaisons sont un peu fortes, ce qui fait que quand on a des sols à gros taux d'argile, là le magnésium devient très gênant. Et donc on a tout intérêt à ramener du calcium pour essayer de libérer du magnésium, notamment au travers du sulfate de calcium, le gypse, qui lui a un effet plutôt dessalant, entre guillemets, plus qu'un effet comme le carbonate de ramener une réserve de calcium utile. Des petites notions qu'il faut se rappeler, on essaye de tendre vers un rapport magnésium sur calcium de 1/12. Le magnésium, le calcium et le sodium en excès impliquent souvent des dispersions d'argile. Le magnésium, lui, va pas clairement disperser les argiles, mais les rendre extrêmement plastiques, extrêmement durs à travailler, par sa liaison très forte et son état d'hydratation souvent très fort. Voilà. Donc l'intérêt, c'est de rééquilibrer par des apports de carbonate, voire de calcium, au travers du gypse, sulfate de calcium, qui lui a un effet carrément dessalant, donc en chassant le sodium, en remettant en solution le sodium et le potassium, voire le magnésium, alors que le carbonate, lui, va générer, sous l'effet des racines et des acides du sol, des flux constants et permanents, sans jamais de rupture, de calcium. Voilà. Repérer le manque de calcium, des structures compactes et instables,
La mauvaise décomposition de la matière organique, effectivement, pour faire avancer la dégradation des pailles, il faut beaucoup de carbonate, plus que de calcium d'ailleurs, parce que le carbonate va être une source de nourriture aux bactéries pour dégrader ces pailles et éviter d'avoir des systèmes dits d'humus d'héritage, c'est-à-dire des matières organiques fraîches qui passent directement à un état très très stable sans jamais libérer beaucoup de matières organiques très labiles, nutritives. L'augmentation des maladies, ça c'est une constatation importante. Effectivement, des ruptures d'alimentation en calcium là, direct peuvent entraîner des maladies et surtout des décompositions de paille mal gérées ou des décompositions de matière organique qui évoluent mal créent des anaérobioses et engendrent tout un tas de maladies. Les anaérobioses, bien effectivement, derrière on a une flore qui s'installe qui est pas super intéressante, notamment le vulpin, le rumex. Alors le brome, lui, c'est plutôt des matières organiques qui évoluent directement sur des systèmes forestiers, des matières organiques très stables. Le peinturin, voire l'ambroisie qui, elle, manque cruellement d'argile. Donc, on n'a pas de fixation, on n'a pas de création d'une CEC assez importante. Donc, le sol ne se tient pas par manque et bien sûr de calcium, mais surtout de magnésium pour l'ambroisie comme pour le raisin. Petit rappel pour faire par rapport aux matières organiques, attention à la nature, par exemple des acides humiques, qui est quand même une substance très intéressante dans les sols. Les acides humiques gris contiennent quand même beaucoup de calcium, donc la flocculation est assez simple et assez rapide, alors que les acides humiques bruns contiennent peu de calcium, donc ne permettent pas de pouvoir floculer avec l'argile. Pour former de l'humus intéressant pour nos sols, il faut donc impérativement, pour former de l'humus et du complexe argilo-humique plus précisément, il faut donc impérativement faire des apports de calcaire pour entretenir ce cycle. Un petit rappel au passage, c'est que les sols tourbeux extrêmement organiques, effectivement, retiennent beaucoup d'eau, mais ne la libèrent pas facilement. On peut tirer un raccourci rapide en disant que les taux d'humus augmentent la RU, mais pas forcément la RFU. Voilà. Petite transition toute faite pour certainement une des prochaines vidéos, peut-être pas dans l'immédiat. La prochaine sera sur les implantations colza, les grandes règles à respecter au niveau nutritionnel pour bien réussir ses colzas à l'automne et se mettre à l'abri de beaucoup de parasites. Mais nous ferons bien sûr une vidéo sur la gestion de la matière organique avec une approche simple et maîtrisée qui fait suite à notre approche découverte. Comme toujours, ce ne sont pas des techniques hégémoniques, mais ce sont des moyens rapides, performants pour arriver à se sortir d'impasses agronomiques comme on rencontre souvent. Cette année, on rencontre une année compliquée en désherbage. L'intérêt du constat et de la bioindication des corrections entre les carbonates et le magnésium suivant la flore par laquelle on est concerné, devient de plus en plus vital pour maintenir des sols qui fonctionnent et ne pas subir d'énormes invasions de raigrats ou de vulpins, ou du moins contrecarrer, à arrêter cette invasion qui devient vraiment extrêmement gênante. Voilà, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à partager et à très bientôt.